Ça y est, j'ai enfin ma réponse. Bonjour, bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile du médecin généraliste, hein, le site où on parle de cas cliniques authentiques de médecine générale vus dans la semaine et où on discute d'échographie, des fois facile, des fois difficile. Et là, je dois dire que cette semaine, une de mes patientes que j'avais vue il y a quelque temps pour une échographie du poignet m'a ramené les résultats et que ces résultats m'ont amené à d'autres réflexions, d'autres explorations. Et je veux dire que ce cas clinique, c'est quand même le cas clinique qui m'a le plus fait plaisir de la semaine et qui m'a le plus fait palpiter. Donc, ben, je vous le partage avec vous. C'est la suite d'une vidéo que j'ai déjà postée sur le site Ecomap, que vous avez peut-être déjà vu. Et bien voilà la fin de l'histoire. Et je vous assure que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Il s'agissait d'une femme de 64 ans qui se présentait en avril avec une masse du poignet qui était rénitente, hein, qu'on pouvait réduire par une pression assez importante sur la masse, qui évoluait depuis plusieurs mois, qui faisait suite à une infiltration du poignet. Et elle avait déjà consulté plusieurs médecins rhumatologues, donc spécialistes, qui tous lui avaient dit qu'il s'agissait en fait d'un kyste synovial du poignet, secondaire à l'infiltration. Alors moi, l'aspect déjà clinique de la masse m'évoquait absolument pas un kyste synovial du poignet, mais ensuite j'avais donc réalisé une échographie qui m'évoquait plutôt quelque chose de liquidien effectivement, mais plutôt d'origine vasculaire. J'avais donc adressé cette patiente avec beaucoup d'espoir à un spécialiste en médecine vasculaire afin de réaliser une exploration des artères, hein, puisque j'avais eu deux hypothèses à l'époque. Je vous encourage à revoir la vidéo pour savoir un petit peu mes conclusions et voir un petit peu comment j'étais arrivé à ces conclusions. J'avais eu deux hypothèses. L'hypothèse d'abord d'un pseudo-anévrisme de l'artère radiale ou d'un pseudo-anévrisme veineux, c'était ma deuxième hypothèse. Euh, et donc j'avais adressé donc cette patiente en vasculaire, et donc voilà la conclusion que j'ai obtenue, qui m'a extrêmement fortement surpris, et on va en discuter. Donc conclusion de ce spécialiste, absence de compression vasculaire de la tuméfaction sur le paquet radial, d'accord, effectivement, qui était effectivement refoulé sur mes images, et sur les structures veineuses adjacentes qui sont refoulées. Hem, bon, ça pourrait être un peu plus surprenant puisque les pressions veineuses étant pas très importantes, souvent elles sont comprimées de façon, assez facile, mais vous allez voir qu'on a une explication de ça aussi dans cette vidéo. Et alors surtout, aspect hétérogène tissulaire, point d'interrogation, lipome. Alors là, il y a 2 choses qui m'ont fait sauter au plafond, dans la conclusion, c'était tissulaire et lipome. Et je vous propose de discuter autour de l'aspect tissulaire et de l'aspect du lipome immédiatement. Alors, bien entendu, j'ai tout de suite reposé un coup de sonde sur la patiente parce que le côté tissulaire et le côté lipome n'étaient absolument pas dans mes hypothèses de base. Alors, effectivement, on peut voir que les deux images se sont modifiées euh, entre avril 2023 et juin 2023. Et la patiente ayant été vue en juin par le vasculaire que j'avais adressé en avril, on a des délais extrêmement longs ici, c'est en partie pour ça que je me suis mis à l'échographie. Elle a forcément pas eu cette image où clairement on pouvait déjà voir visuellement qu'il s'agissait d'une structure liquidienne. Elle a eu cette image. Alors effectivement, on pourrait penser à quelque chose de tissulaire. Si on ne se base que sur l'échogénicité de la masse et qu'on oublie sa sémiologie de base au niveau échographique. Et effectivement, il ne faut pas du tout oublier sa sémiologie de base échographique. C'est comme ça qu'on pose de faux diagnostics et qu'on part complètement à l'envers. Alors, un lipome, est-ce que ça ressemble à un lipome? Alors déjà, l'échogénicité, oui, un lipome peut être hyperéchogène, hypoéchogène, mais l'échogénicité interne, non, pas du tout. Souvent, un lipome, il est constitué de travées, hein, qu'on voit très très bien. On fera une vidéo sur les lipomes également ensemble. Vous verrez que l'aspect d'un lipome est quand même assez différent. Là, on a une masse hétérogène, effectivement, désorganisée, qui, pour moi, à mon sens, ne fait pas penser à un lipome. Mais alors surtout, pourquoi ce n'est pas quelque chose de tissulaire? Le renforcement postérieur très net,
qui nous confirme à 100% l'origine liquidienne de cette masse. On ne peut quand même pas passer à côté de ça quand on est échographiste confirmé. Alors, en vidéo, c'est encore plus criant. Si on fait donc un scan transversal, hein, la technique de l'ascenseur, hein, où on monte et on descend notre sonde, on voit très bien apparaître ici, au moment où va apparaître votre masse, un renforcement postérieur très net sous la masse. Puis ce renforcement postérieur va redisparaître progressivement. Hein, ça, c'est quelque chose de criant. On ne peut absolument pas rater ce phénomène. Le deuxième point, c'est lorsqu'on fait la technique de l'ascenseur et qu'on suit les structures vasculaires, on peut repérer que la masse provient d'une structure vasculaire, puis redevient progressivement une structure vasculaire. Le quadrillage par la technique de l'ascenseur nous informe également des rapports de la masse avec certaines structures, hein. On a vu ici apparaître et disparaître au départ d'une structure vasculaire notre masse. Donc ce sont quand même deux informations essentielles qui laissent à penser qu'effectivement il s'agit bien d'une structure d'origine vasculaire et surtout qu'il s'agit d'une structure liquidienne et non pas d'une structure tissulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour cette patiente? Eh bien, je l'ai adressée à l'IRM. L'IRM voit très bien le fer, voit très bien ce qui est métallique, hein, et donc va très très bien voir les composés de fer dans les globules rouges. Donc, voilà ce que nous a donné l'IRM, hein, un renforcement très important, un hypersignal très important, le long ici de notre artère radiale, qui est effectivement refoulée. Donc, la tuméfaction palpée correspond à une formation ovalaire. Elle est en hypersignal hétérogène dans toutes les pondérations, hémosidérine à différents stades, bien entendu. Le contact avec le pédicule radial sous-jacent ne permet pas de différencier un faux anévrisme, hein, ou pseudo-anévrisme, on en a parlé, thrombosé d'un hématome. Complément d'examen écho-Doppler permettra de compléter l'exploration. Donc, il s'agit effectivement ou d'un hématome simple ou d'un pseudo-anévrisme. Sauf que je vous rappelle que sur les images de départ, nous avions un flux dans cet hématome qui nous orientait bien évidemment beaucoup plus sur un pseudo-anévrisme qu'un simple hématome qui n'aurait jamais obtenu de flux. S'il y a bien quelque chose que je déteste en médecine, c'est de ne pas savoir et de ne pas trouver. Donc du coup, j'ai reposé à nouveau la sonde sur le poignet de la patiente. Et puis je me suis mis à traquer une communication éventuellement avec l'artère radiale, hein, l'artère radiale à haute pression qui pourrait nous amener à un pseudo-anévrisme. Et j'ai eu deux surprises. Déjà, effectivement, m'apercevoir qu'ici, il y a probablement une petite déhiscence de l'artère radiale ou au moins une petite communication, en tout cas dans cette coupe, qui laisse à penser une origine radiale de cette masse. Comme toujours, double quadrillage, hein, recherche dans le plan sagittal, recherche dans le plan transversal, on multiplie les coupes pour avoir un maximum d'informations et pouvoir vraiment se rendre compte en 3 dimensions dans sa tête de ce qui se passe pour le patient. Et je vous laisse découvrir les images que j'ai obtenues lors de ce quadrillage. On repart ici notre triptyque, hein, notre triptyque avec les deux veines qui entourent donc notre artère radiale. Et ce qu'on remarque, c'est que l'une des deux veines a un signal Doppler très puissant et qu'il est en fait en communication avec l'artère radiale. Notre veine est en rapport avec l'artère radiale. On voit très très bien ici le flux passer donc de notre artère à notre veine. Et donc ce flux est en communication avec la masse qui maintenant est totalement thrombosée, hein, et donc bien sûr ne prend plus le Doppler forcément puisque cette masse est thrombosée. Alors qu'est-ce que c'est que cette image? Ben, cette image, en fait, elle nous évoque finalement une fistule artério-veineuse. Fistule artério-veineuse probablement créée par l'embrochement de l'artère radiale lors du geste d'infiltration qui a embroché l'artère radiale, a créé une perforation qui est rentrée en communication avec les veines, a créé donc une fistule, hein. C'est pour ça que cette masse est en communication aussi avec un réseau veineux superficiel, comme on le voyait dans les coupes précédentes. Et donc cette fistule donc a gonflé, hein, la veine sous la pression de l'artère a gonflé, 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 s'est gorgée de sang et a fini par se thromboser, comme on peut voir ici. Alors si on prend maintenant un flux Doppler sur cette veine
qui est en communication, donc je le rappelle, avec notre masse, voilà ce qu'on obtient. Un flux absolument typique de fistule artério-veineuse. Alors, pourquoi ça peut pas être du veineux? Pourquoi ça peut pas être de l'artériel? Eh ben, on va voir un petit peu, je vais vous détailler les flux après. Mais déjà, ce qu'on remarque, c'est que si c'était une branche, pourquoi pas, hein, on se trompe un petit peu, à cet endroit-là, notre artère radiale peut-être se divise, envoie une petite branche artérielle sur le côté qu'en fait on pense être en communication avec la veine, on réalise le Doppler. On n'aurait pas du tout ce flux Doppler. Vous voyez ici qu'on a un pic systolique, mais que par contre, on a un flux à résistance basse. Et oui, c'est très important. Notre flux déjà ne devient pas négatif, et puis surtout, il reste éloigné de la ligne de base. Et donc, qui dit résistance basse dit normalement réseau artériel, mais réseau artériel viscéral, comme le cerveau, comme par exemple les reins. Absolument pas un réseau artériel périphérique musculaire qui ne donne absolument pas ce type de courbe, hein. Normalement, en Doppler, peut-être, vous le savez, hein. Donc, ce pic systolique ne ralentit pas, reste positif constamment. Ça, c'est un flux typique de fistule artério-veineuse. Maintenant, nos trois flux. Un flux veineux que j'ai pris sur une veine lambda de la patiente lors de l'exploration. Vous voyez que c'est un flux qui est simplement oscillatoire, hein, uniquement, hein. On voit ici uniquement l'oscillation de ce flux. Vous pouvez remarquer à droite un flux artériel périphérique à un flux musculaire classique, hein. Ici, il est donc biphasique, hein. Il peut être aussi triphasique, mais là, donc, il est biphasique, hein, avec un pic systolique très important, un frein avec un reflux négatif de notre flux qui est typique des artères périphériques. Donc voilà ce qu'on s'attendrait à trouver, hein, s'il s'agissait en fait d'une branche normale de l'artère radiale. Et ici, notre flux, donc là, je l'ai pris un petit peu plus en aval, hein, plus proche de la masse. Puis on remarque en fait un mélange de nos deux flux. On a à la fois un flux oscillatoire veineux qui se mélange avec une pulsation assez régulière, une pulsation artérielle. On parle ici de flux artériolisé. Donc, c'est bien donc un flux de fissure artério-veineuse. Et donc, voilà donc l'explication du cas clinique de ces patientes embrochées au niveau de l'artère radiale, fistulisée donc par mégarde au niveau de son artère radiale, fistule qui a fini donc par se thromboser. Alors, est-ce qu'au départ, il s'agissait d'un pseudo-anévrisme de l'artère radiale qui s'est ensuite fistulisé puisqu'il a cherché à s'évacuer dans le réseau veineux? Je ne sais pas. Est-ce qu'il s'agissait à la base d'une fistule, donc qui a gonflé la veine et qui a fini par se thromboser? On n'aura pas forcément la réponse, mais bien évidemment, la patiente va être adressée en chirurgie, hein, pour la réparation vasculaire de cette lésion. J'espère que comme moi, vous avez apprécié ce cas clinique où j'ai énormément parlé, mais c'est un cas clinique qui m'a beaucoup passionné, hein. Ça a été un peu pour moi une sorte d'enquête judiciaire de ce qui avait bien pu se passer sur le poignet de la patiente et qu'est-ce qui pouvait expliquer les images. Vous voyez que connaître sa sémiologie de base en échographie, c'est hyper important, hein. Connaître les artefacts, connaître la sémiologie, avoir des notions de Doppler, même si on n'est pas médecin vasculaire, c'est hyper important pour poser de bons diagnostics et augmenter de façon vraiment très importante et exponentielle son niveau en échographie. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à une formation d'échographie totalement offerte sous la forme d'un mind mapping dans lequel je rappelle les bases. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt sur Ecomap pour de prochaines vidéos passionnantes. Allez, bye.